Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Ouais, ouais, nickel. Impeccable. Bon, bah, merci à tous et toutes d'être présents. Bienvenue sur ce premier webinaire qu'on a construit avec la métropole de Lyon et notre association Football Écologie France. Donc, la thématique du jour, c'est sur la gestion des déchets dans un club de football. Donc, on va rentrer un petit peu dans le détail de tout ce qui peut se faire en termes de méthodes, de bonnes pratiques et également des témoignages en fin de webinaire. Mais avant de rentrer dans ce détail-là, je vais passer la parole soit à Dorine, soit à Monsieur Marion pour présenter un petit peu la métropole de Lyon, l'accompagnement et puis le cadre aussi de la réalisation de ce webinaire qui a été rendu possible par l'accompagnement du PEDD. Bonjour à toutes et tous. Du coup, je vais débuter. Je m'appelle Richard Marion, je suis conseiller métropolitain de Vaux-en-Velin. Et donc, j'ai été invité par votre association Football Écologie France pour venir introduire avec vous ce webinaire. Donc, merci pour cette invitation. On est vraiment très heureux du partenariat qu'on a avec vous. La gestion des déchets, c'est un élément clé des politiques que nous voulons impulser, à la fois parce que c'est écologiquement parlant une réalité en soi, que le sport, le football, comme toutes les activités de la société, génèrent ses propres déchets, et aussi parce qu'il nous semble que c'est aussi un lieu intéressant pour la transition écologique et solidaire, parce qu'on est sur un lieu de vie, un lieu éducatif, associatif, de société, où du coup on peut aussi collectivement engager des démarches, se sensibiliser mutuellement, et que c'est une bonne illustration de la façon dont nous concevons la transition écologique et solidaire. Donc pour rentrer un petit peu plus dans le concret de comment notre regard se traduit sur ces sujets, une première chose, c'est qu'on est assez attentif à une approche complète. Alors complète, c'est-à-dire à la fois qui intègre les différentes étapes de la vie d'un produit. On parle souvent de cycle de vie, de la production jusqu'au réemploi. C'est quelque chose d'assez classique, mais ça vaut la peine d'être rappelé, je crois. Et puis, dire aussi que toutes les étapes, l'approche complète, à nos yeux, c'est aussi une approche qui vient croiser une dimension technique, donc comment on gère les déchets, une dimension organisationnelle, comment on s'organise ensemble, mais aussi du coup une dimension éducative et même quelque part culturelle. Quel rapport on a avec le matériel qu'on utilise et comment on décide finalement d'avoir quelque part une autre culture sportive que celle qu'on a pu avoir jusqu'ici, dans une forme de performance un peu consumériste. Enfin, je le dis un peu rapidement, hein, mais c'est des choses qui ont pu exister, qui peuvent bouger. Et donc, on a besoin de vous là-dessus, et aussi de se tenir à votre écoute, parce qu'il ne s'agit pas non plus, on arrive avec nos intuitions, mais c'est important pour nous aussi de vous entendre sur comment vous, par rapport à ce qui est important pour vous, justement, dans votre culture sportive, dans vos réalités de terrain et dans la différence aussi des clubs, pour qu'on puisse adapter mutuellement les choses. Donner aussi quand même deux clés principales d'entrée sur les objectifs qu'on s'est donnés sur ce mandat: la réduction de 25% de la production de déchets. Donc ça passe bien sûr par le réutilisable, la baisse du plastique, la mise en place de démarches de dons, etc. C'est des choses qui, à nouveau, sont intéressantes parce qu'elles sont illustratrices aussi d'approches solidaires, sociales, collectives. Je prends simplement l'exemple du don, qui du coup relève de l'économie circulaire et qui, je pense, illustre aussi des valeurs que vous portez dans le monde associatif et sportif. Et donc ça, je trouve que c'est aussi intéressant. C'est aussi une entrée qui permet de voir comment on est vraiment une transversalité concrète. Il ne s'agit pas juste de réduire les déchets pour réduire les déchets. C'est bien sûr utile, c'est bien sûr positif, mais c'est aussi un outil pour faire un peu autrement ensemble et que les choses prennent sens ensemble. Puis la deuxième clé de nos objectifs de mandat, c'est la baisse de 50% des déchets ménagers assimilés et incinérés, pour reprendre la formulation technique, mais concrètement, diminuer la quantité de déchets qu'on envoie à l'incinérateur, parce qu'aujourd'hui, on brûle l'essentiel des déchets qu'on ne sait pas recycler. Et personnellement, moi, ça a vraiment été un choc quand il y a quelques années, je me suis rendu compte qu'en fait, on brûlait notamment des déchets alimentaires qui sont constitués principalement d'eau. Donc, on brûle de l'eau. Voilà, c'est la situation actuelle, c'est la réalité concrète
de la plupart des territoires aujourd'hui en France, et notamment dans la métropole de Lyon, parce qu'on a 2 incinérateurs sur le territoire. Donc là, il y a clairement des choses qui peuvent être… il y a un gisement énorme, notamment avec le tri des biodéchets qui permet de composter au lieu de brûler, par exemple. Et puis, c'est aussi un élément intéressant de recontextualisation, de se réinsérer dans comment dire, le monde un peu plus large que soi-même, puisque ensuite, là, ces biodéchets, une fois compostés, vont être utilisés en agriculture. Et donc, c'est aussi une manière de retrouver du lien avec le territoire, surtout dans nos zones très, très urbaines, où parfois on perd un peu ce fil d'ancrage dans la nature. Donc, ça me paraissait être là aussi quelque chose d'assez illustratif. Et donc, du point de vue des outils qu'on met en place pour ça, il y a un plan d'accompagnement, transition et résilience, un PATR qui prend la suite de ce qu'on appelait avant le PEDD, plan d'éducation au développement durable, et qui amène un accompagnement toutes les associations qui souhaitent se mobiliser et tous les acteurs plus généralement sur ces sujets. Donc, accompagnement technique et aussi appui financier. Et donc, c'est quelque chose qu'on est très, très heureux de faire avec tous les acteurs qui sont volontaires, à la fois à nouveau parce qu'on a besoin d'encourager les dynamiques qui sont présentes, on a aussi besoin d'entendre ce que vous avez à nous dire. Je pense que c'était l'essentiel de ce que je voulais souligner. Voilà, vraiment, on a besoin de vous. C'est vraiment quelque chose qui, je pense qu'il faut savoir reconnaître. Et on croit en vous aussi. C'est-à-dire que je crois que les associations en général, mais les associations sportives notamment, sont des lieux d'émulation, de collectifs, de lancement d'initiatives citoyennes. On sait aussi que vous êtes particulièrement présent auprès de la jeunesse et on a parfois des difficultés à toucher le public jeune, notamment jeune adolescent. C'est un moment où l'éducation nationale est moins audible et je pense que vous l'êtes davantage auprès de ce public-là. Donc, c'est particulièrement clé. C'est aussi un moment, l'adolescence, où on tend à prendre des responsabilités. En tout cas, on a cette envie-là. Et là encore, je crois que le monde sportif est un bon lieu pour cela et que les questions environnementales en général, mais notamment les déchets, peuvent permettre aussi de le faire. Donc, tout ce qui va dans ce sens-là, on dit souvent responsabilisation, mais je préfère dire être en responsabilité, se placer en responsabilité, parce que c'est valorisant. Je pense que c'est des choses qui sont vraiment intéressantes et qu'on a à cœur d'encourager. Ça recroise bien plein d'autres politiques qu'on met en place. On peut penser au Conseil des jeunes, par exemple. Mais du coup, voilà, ce lien entre le monde sportif comme un lieu qui permet de lancer des initiatives, de se positionner en responsabilité et du coup de valoriser toute cette culture sportive dans ce qu'elle peut avoir d'énergisant, de compétition positive et collective. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie encore de m'avoir accueilli. Je me tiens à votre disposition s'il y a quoi que ce soit. Vous avez en bas de l'écran mon adresse email. S'il y a des projets que vous souhaitez lancer, des liens que vous souhaitez tisser avec d'autres acteurs, d'autres institutions, je me ferai un plaisir de contribuer à ce lien. Et puis, bien sûr, avec tous les services de la métropole qu'on peut mobiliser autant que nécessaire. Voilà, je ne pourrais pas rester toute la matinée avec vous, mais je reste du coup disponible suivant les demandes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Marion. Effectivement, je pense que vous l'avez bien exprimé aussi. Il y a un lien assez intéressant entre le monde sportif et en particulier le monde du football, qui est un sport collectif très populaire, et en fait tous les enjeux liés à la transition écologique, parce que on fait appel à peu près aux mêmes valeurs, aux mêmes ressorts. Voilà, dans une équipe, il y a une notion de solidarité, de dépassement de soi aussi, et on a besoin un petit peu de ces mêmes valeurs-là pour répondre collectivement aux défis du dérèglement climatique et plus largement de l'écologie. Donc, c'est vrai que c'est très pertinent et c'est très complémentaire aussi. Alors, juste avant de commencer à rentrer un peu dans le vif du sujet, je voulais représenter quand même un petit peu le contexte du sport et du développement durable. C'est vrai que c'est quelque chose qui n'existait pas encore et qui n'était pas très présent dans les discussions, dans les échanges, même au niveau de la sphère médiatique, il y a encore de ça 10 ans. C'est quelque chose qui s'est réveillé particulièrement en France avec l'attribution des Jeux Olympiques à Paris en 2024, qui a porté une forte… la candidature a été vraiment drivée
par un fort pilier lié à l'environnement. Donc, c'est vraiment quelque chose qui tranche avec les grands événements sportifs qui ont pu avoir lieu par le passé. Et donc, du coup, on est en plein dedans parce que Paris 2024, c'est dans 2 ans, donc c'est demain. Il y a eu énormément de choses qui ont été faites pour préparer déjà les JO. Donc, forcément, il y aura des choses sur l'instant T, sur la préparation, sur la notion d'héritage. Mais déjà, en préparation, on a travaillé avec les JO pour préparer justement tout le milieu sportif à intégrer aussi cette notion d'éco-responsabilité dans le sport. Il y a notamment eu la semaine olympique paralympique début janvier sur la thématique sport et environnement. Donc voilà, ça a été un premier lien. Il y aura la journée olympique et paralympique en juin. Il y a tout un tas d'événements, tout un tas de ressources aussi que mettent à disposition les JO pour progresser un petit peu sur ces notions de développement durable. Il y a notamment un énorme fonds de dotation qui s'appelle Impact 2024, qui est, je crois, le plus gros fonds de dotation qui récompense les initiatives des territoires sur les liens entre le sport et l'environnement, mais pas que. Il y a aussi des sujets d'inclusion, d'handicap, sport pour tous. Donc voilà, c'est le fonds de dotation numéro 1 sur le sport social. Il y a aussi des pratiques en termes de politique publique qui évoluent. On voit que là, on est déjà sur la 2e version de la charte des 15 engagements éco-responsables qui est proposée par le ministère des Sports. Donc voilà, c'est des choses un peu nouvelles qui n'existaient pas encore une fois il y a 5-10 ans. Donc ça, c'est une charte que peuvent signer tous les acteurs du monde sportif, du milieu sportif, pour respecter des engagements. Alors là, on n'est pas que sur les déchets, mais sur l'ensemble du périmètre de l'éco-responsabilité. Ça peut toucher à la mobilité, à l'alimentation, à tout un tas de sujets. Mais il y a quand même des grandes lignes directrices qui commencent à se dessiner et qui incitent un peu tous les acteurs du milieu sportif à se projeter sur ces sujets. La politique de la métropole de Lyon, plus localement, on en a parlé avec M. Marion juste avant. Donc, c'est vrai qu'il y a des objectifs qui sont assez ambitieux, notamment sur les déchets, mais sur tout un tas d'autres sujets aussi. Je pense à la mobilité ou d'autres, ou l'alimentation notamment. Donc, c'est des choses qui sont aussi ancrées plus localement et qui inciteront les acteurs locaux, tout l'écosystème à progresser également. Et il y a évidemment les élus de la ville de Lyon qui mettent pas mal de choses en place. Je ne vais pas parler à leur place parce que je ne connais pas tout leur programme ou tout ce qu'ils ont envisagé de faire, mais je sais qu'en tout cas, on est très proche d'eux, qu'on a beaucoup de choses en commun, qu'on partage un peu les mêmes valeurs et qu'ils nous aident aussi, en partageant le réseau, à développer justement l'activité de Football Écologie France et faire en sorte que le maximum de public soit sensibilisé à ces questions de développement durable, d'écologie dans le milieu sportif. Et enfin, l'acteur phare, pour en revenir un peu plus au football, la Fédération française de foot a développé, je crois, il y a 7 ou 8 ans, quelque chose comme ça, tu me dis Mathieu si je me trompe, mais le programme éducatif fédéral, qui est toute une série d'ateliers qui visent en fait à donner une dimension un peu plus sociale, sociétale au football. Donc ça concerne plusieurs thématiques, dont l'environnement, mais pas que. Il y a aussi tout un tas de sujets sur la citoyenneté ou d'autres. Et voilà, c'est quelque chose qui a été mis en place il y a peu et qui petit à petit commence à s'ancrer dans les clubs et qui voilà, permet aussi d'avoir une vision un peu plus large du périmètre du foot, de son rôle aussi. On n'est pas seulement et simplement sur la pratique, sur la performance sportive, mais comme l'avait bien exprimé aussi M. Marion, c'est un lieu de vie, un lieu d'éducation qui est hyper important, qui regroupe beaucoup de monde, beaucoup de publics différents. Et c'est très important d'avoir cette notion d'éducation au-delà même de la pratique pour en faire un sport complet sur tous les aspects. Et donc, du coup, il y a par ricochet les actions des ligues de football et des districts de football. Donc, les ligues, les représentations régionales et les districts, les représentations départementales de la Fédération française de foot qui organisent le football en local. Et donc là, on est en plein dans le thème aujourd'hui parce qu'on est amené à diffuser ce webinaire à l'ensemble des clubs du district de foot du Rhône. On les remercie aussi pour ça. On a beaucoup travaillé ensemble cette année sur tout un tas de sujets, que ce soit des animations de sensibilisation au district, dans les clubs. On va faire pas mal de choses aussi sur les tournois en fin d'année, la participation, l'organisation de différentes activités, différents concours, comme la semaine dernière avec le Fun Foot, où l'ensemble des clubs a participé à des actions de sensibilisation sur l'environnement. Donc, c'est très prometteur pour une première contribution, collaboration. Et je pense que ça augure d'une bonne
d'une bonne relation dans les années à venir et de faire en sorte vraiment d'ancrer ces sujets, encore une fois, d'environnement dans la pratique. Alors, je vais revenir. Alors, je vois qu'il y a des questions. Une question d'Hervé Baffy dans le chat, Monsieur Marion, qui vous est destinée. Quelles actions concrètes propose la métropole? Poubelle de tri, compostage, mug, pour remplacer les gobelets jetables, accès à la sensibilisation des adolescents, une liste et qui contacter? Oui, sur ce sujet très précis, je pense que le mieux, c'est sans doute que Darine puisse présenter les actions concrètes, parce qu'il y a tout un panel de dispositifs différents qu'elle maîtrise plus précisément que moi. Moi, je suis plutôt sur l'orientation et le cadrage général. Donc, je ne sais pas si vous nous entendez, Darine. Et sinon, je peux reprendre, il n'y a pas de souci, je peux aussi répondre. Je vais reprendre le document. J'essaye de... Parce que je crois que Dory n'a pas accès. En tout cas, on pourra à minima lui transmettre, si tu veux, Hervé, pour te faire une réponse, je pourrais te donner son contact en direct, il n'y a pas de problème. Vous me dites, Monsieur Marion, si jamais vous retrouvez, mais sinon, n'hésitez pas à m'interrompre par la suite. Oui, je continue de chercher les choses. Je n'ai pas envie d'être imprécise, pour ça je préfère être précautionneux. Mais effectivement, il y a un certain nombre de choses qui sont proposées. Alors, juste en attendant, peut-être repréciser l'association Football Écologie France pour ceux qui ne connaissent pas. On est donc une association à but non lucratif et d'intérêt général qui existe depuis un petit peu plus de 2 ans, bientôt 3 maintenant. Donc, notre objectif et la mission principale de l'association, c'est de faire progresser l'ensemble de l'écosystème foot dans la transition écologique et solidaire. Donc, comme j'ai commencé à le dire tout à l'heure, c'est de travailler sur différentes thématiques, dont les déchets, mais pas que. Donc, pour inciter justement tous ces acteurs, que ce soit les clubs, les collectivités, à qui appartiennent aussi les installations, les infrastructures sportives, mais aussi tous les partenaires, les dirigeants, les supporters aussi, c'est très important. C'est un mouvement de masse qui représente énormément et qui a forcément un impact démultiplié à travers la pratique du foot. Donc voilà, faire en sorte que tous ces acteurs-là puissent s'engager à leur échelle et avec des façons qui soient les plus efficaces possibles. Et du coup, on s'attache à justement accompagner tous ces acteurs avec des outils et des programmes qui sont différents à chaque fois. Donc, c'est ce qui figure un peu sur la droite du document. Donc, on a des outils de sensibilisation, des outils d'activation, des outils de diagnostic pour faire un état des lieux. J'y reviendrai juste après, mais on a généralement plusieurs étapes dans l'accompagnement. C'est d'abord sensibiliser, puis activer un peu toutes les parties prenantes, ensuite les accompagner et en bout de ligne, valoriser les actions. Donc voilà, on travaille aussi sur des programmes un peu plus conceptuels, mais aussi très concrets, comme l'éco-supporterisme. C'est vraiment faire en sorte que chacun et chacune puisse, dans sa pratique, dans sa façon de vivre le foot aussi, adopter des comportements éco-responsables, que ce soit individuel, mais aussi collectif. Donc, c'est cette notion d'éco-supporterisme, faire en sorte qu'on puisse tous, individuellement, collectivement, être éco-supporters. On travaille aussi beaucoup avec, et notamment pour des questions d'image, de diffusion du message, mais c'est logique avec les joueurs, les joueuses. Je crois qu'on a 12 ambassadeurs, ambassadrices maintenant, et de plus en plus de sollicitations. La petite dernière qui nous a rejoint en date, c'est la gardienne du PSG, Constance Picot. Donc voilà, on a ce programme-là qui vise à se développer rapidement, qui est d'ailleurs dirigé par un vice-président Grégoire Amiot, qui est un joueur professionnel et qui se charge justement d'animer cette communauté des joueurs, des joueuses. Alors, je parle de joueurs, de joueuses, mais ça peut être aussi des personnalités comme des journalistes, comme des grands dirigeants ou autres, pour justement faire en sorte de diffuser encore plus largement les messages. On sait qu'ils sont très suivis sur les réseaux, ce sont aussi des ambassadeurs. Ils sont pris pour exemple pour la plupart des jeunes, donc c'est hyper important qu'ils puissent aussi véhiculer ce message-là.
Donc, l'association, juste en 2 mots, hein, c'est du coup 400 bénévoles aujourd'hui, répartis un petit peu partout en France sur nos 30 antennes. On a 5 salariés maintenant, dont 3 à plein temps. Le siège de l'association est à Lyon. On a une grosse activité sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et du coup sur le district, sur le périmètre du district de foot. Donc, on a aujourd'hui quand même 150 adhérents engagés. Ça veut dire que ce sont des clubs, des collectivités, des individus qu'on accompagne dans leurs projets. Et un réseau aussi qui est assez important de partenaires, souvent des entreprises, des startups qui apportent des solutions très concrètes, qui aussi adhèrent à notre association et qu'on met en réseau. C'est créer aussi toute cette communauté du foot éco-responsable et engagé. Et donc là, en dessous, vous avez un petit peu un panel de nos soutiens, tout simplement, toutes les entités qui soutiennent l'activité de Football Écologie France. Alors, voilà ce que j'expliquais pour illustrer un petit peu le schéma d'accompagnement. Donc, c'est dans un premier temps, alors après, voilà, un nouvel adhérent, un club qui vient nous chercher, qui a envie de progresser sur les notions d'écologie, il va avoir un niveau de maturité qui n'est pas le même à chaque fois. Donc, selon justement son niveau de maturité, il va intégrer le programme d'accompagnement à différentes étapes. Si vraiment on part de zéro ou pas loin, on a besoin de sensibiliser, d'activer toutes les parties prenantes. Donc, on sera plutôt sur les 2 premières étapes. Après, on a tout un cheminement d'accompagnement qui vise à structurer un peu les démarches, à jalonner aussi dans le temps justement les étapes pour progresser, se fixer des objectifs. Et ce qui nous amène après à la dernière étape, la valorisation, c'est-à-dire regarder sur une saison sportive ou un peu plus ou un peu moins, ça dépend aussi du rythme de chaque club ou de chaque collectivité, voir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a réussi, qu'est-ce qu'on n'a pas réussi, refaire le bilan et recommencer ce cycle d'accompagnement. Donc ça, c'est notre méthode de travail et vous allez voir que sur le volet déchets, on peut adopter la même méthode. Alors, pour rentrer un peu dans le détail sur le volet de déchets, quelques chiffres pour commencer, juste pour repréciser. Le football aujourd'hui, ça représente 2 millions de licenciés, 36 000 éducateurs et 15 000 clubs en France. Alors là, on parle juste de la pratique licenciée. Ça n'englobe pas tous les pratiquants, j'ai envie de dire, du dimanche ou de pratiques un peu alternatives, ceux qui vont faire des foot en intérieur, dans des parcs qui ne sont pas forcément liés à la fédération. Mais ça représente quand même le 2e sport en termes de pratique, juste derrière la course à pied. Donc, on sait que c'est un sport populaire, on voit aussi et on constate que c'est un sport qui est très, très pratiqué. 8,7 millions de spectateurs se sont rendus au cumul dans les stades de Ligue 1 en 2019, donc juste avant le Covid. Donc, ça représente un chiffre assez parlant, je pense, même si on n'a pas en France la culture foot la plus poussée en termes d'aller regarder les matchs dans les stades. On a quand même, là, ce chiffre ne prend pas en compte aussi toutes les personnes qui le suivent à la télévision, sur les réseaux, sur Internet, toute la communauté des gamers aussi qui jouent sur des jeux vidéo. Voilà, ça représente quelque chose qui est assez important. On dit souvent que le foot, ça touche au moins une personne sur deux, de près ou de loin en France. Il y a toujours un lien, donc ça montre aussi quelque part le potentiel de si tout le monde fait des petites actions, il y a quelque chose d'intéressant à produire. Et plus spécifiquement, sur le périmètre du district de foot de Lyon et du Rhône, on a quand même 300 clubs et 55 000 licenciés. Donc, ce qui représente un certain nombre de participants. Donc là, encore une fois, on ne parle que des licenciés, mais c'est vrai que dans un club, il y a tout ce qu'il y a autour, les bénévoles du club, les équipes adverses forcément, les partenaires d'un club, les parents, toutes les personnes qui gravitent autour. Donc, c'est vrai que ça peut représenter aussi un panel de personnes assez intéressant et très important. Alors, quand on parle de déchets dans un club, enfin pour un club, mais plus généralement pour le football, ça peut être 2 choses principalement. C'est les déchets qui sont liés à l'alimentation, les points de restauration, les points de buvette, mais aussi le matériel de sport, qui en fin de vie, qu'est-ce que devient le matériel de sport, que ce soit les ballons, les tenues en fin de vie. Donc, quelques chiffres pour illustrer tout ça. Sur des matchs de Ligue 1, donc là, on est plutôt sur le niveau professionnel. Au cumul, encore une fois, on peut générer jusqu'à 10 tonnes de déchets par match de foot en Ligue 1. Donc, quand on prend en compte tous les emballages qui sont jetables, les gobelets, les bouteilles, mais aussi les mégots,
ça fait quand même voilà, quelque chose qui est assez parlant, 10 tonnes quand même de déchets par match. Après, bien sûr que ça dépend de l'affluence. On est sur une moyenne qui prend en compte aussi la moyenne des spectateurs en Ligue 1. Et finalement, seulement un quart de ces déchets sont recyclés. Bon, le chiffre date de 2018, et qui ne prend pas en compte la loi sur le plastique qui est sortie par le gouvernement. Et il y a pas mal de choses qui ont changé aussi dans les clubs avec une forte diminution du plastique qui est incitative. Mais c'est quand même assez parlant. Il y a quand même un bon volume de déchets. Le gaspillage alimentaire aussi, ça c'est quelque chose qui est assez parlant, 150 kilos par an par habitant en France, dont 20 kilos générés chez soi. Donc là, c'est exactement la même chose dans les clubs, des choses qui ne sont pas consommées sur place. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que ça devient? S'il n'y a pas de solutions qui sont mises en place, finalement, la plupart du temps, c'est jeté. Donc, ça vient alimenter aussi les déchets générés pour un club. Et après, pour comparer un petit peu aussi, parce que là, on parlait du milieu pro sur le premier point, sur un club semi-pro, donc on va dire avec un club de National 2, donc 3e, 4e division, quand on a environ 2000 personnes par match, 1500, 2000 personnes par match en moyenne, on a calculé, ça fait 100 000 contenants jetables par an. Donc voilà, c'est parlant, pareil, que ce soit des gobelets pour les cafés, pour les bières, pour les sodas, pour l'eau, enfin tout ce qui est consommé, plus les barquettes de frites, etc. On est sur un chiffre à 100 000 contenants jetables par an. Et donc, voilà, il y a l'aspect environnemental qui est assez désastreux, mais aussi qui a un point économique pour le club qui, selon les prestataires avec qui il peut travailler, ça représente quand même un budget de 3 000 à 5 000 euros, considérant qu'en fait, un contenant coûte entre 3 et 5 centimes selon le contenant. Donc, il y a aussi un coût économique qui est important à prendre en compte. Donc, quand on vise à réduire les déchets, forcément, on vise aussi à réduire les achats et donc, par ricochet, le budget consacré à cela. Donc, ça, c'était plutôt sur le volet alimentation. En ce qui concerne le matériel de sport, bon, la plupart du matériel de sport, on va penser aux maillots, aux shorts, aux chaussettes. Ce sont des composants qui sont déjà fabriqués de manière pas hyper écologique, avec beaucoup de plastique, beaucoup de matières qui sont difficilement recyclables et qui est une utilisation qui, en fait, n'a pas vocation à durer dans le temps, qui est aussi très polluante au niveau de la teinture et du lavage des tenues, qui qui consomment beaucoup d'eau et qui rejettent du microplastique aussi dans les océans. Donc ça, c'est un point sur la fabrication, mais c'est vrai que sur la durée de vie de ces équipements, en général, dans les clubs, alors ça dépend bien sûr du niveau, mais c'est renouvelé en général tous les ans, tous les 2 ans pour les clubs amateurs. Je ne parle pas du monde professionnel où c'est renouvelé toutes les mi-temps même. Donc là, on est sur un autre niveau. Mais c'est vrai que ça devient très vite un déchet et c'est souvent un problème dans le volume total des déchets générés pour le football. Donc voilà, c'est ce que je disais, des centaines de kilos de déchets par an par club, 400 000 maillots par an dans le monde sont produits. On est à peu près sur des chiffres un peu différents pour les ballons quand même. C'est pareil, ça c'est une durée de vie qui peut, selon la pratique, aller jusqu'à 1 an, voire 2 grands maximum, mais souvent c'est bien moins, parce que les ballons forcément moins chers tiennent moins longtemps. Et du coup, on a tendance à les renouveler beaucoup. Donc, ça produit énormément de déchets. On va voir qu'il existe quelques solutions par la suite. Mais en termes de chiffres, ça représente quand même 57 millions de ballons produits chaque année dans le monde. La plupart, en plus, 70% sont produits au Pakistan. Donc, il y a aussi toutes les questions de transit, de transport, d'acheminement pour arriver jusqu'en France, qui aussi a un impact sur l'environnement. Mais là, si on parle juste des déchets, le chiffre, il est là, il est parlant, c'est 57 millions de ballons produits chaque année dans le monde. Voilà pour les chiffres. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, à m'interrompre ou à les poser dans le chat, je les verrai passer. En termes de méthodologie pour tendre à la réduction des déchets, donc là, c'est un peu la même. Voilà, on a repris la même méthodologie que finalement l'accompagnement qu'on propose à nos clubs et à nos collectivités. C'est dans un premier temps sensibiliser les personnes qui sont partie prenante au niveau des déchets, que ce soit à la buvette ou sur les achats. Donc là, il y a plusieurs façons de faire. Donc nous, forcément, on propose un atelier de sensibilisation et d'activation qui est la fresque écologique du football. C'est un jeu qui est pédagogique, qui est ludique,
qui permet de comprendre un peu tous ces enjeux sur les déchets, mais sur aussi globalement l'ensemble de tous les impacts environnementaux que peut avoir l'écosystème du foot. Mais il existe d'autres ateliers. Sur Lyon notamment, il y a un tissu associatif qui est assez riche là-dessus. Donc, je donnerai quelques exemples en fin de présentation sur des associations qui accompagnent à ce niveau-là, mais il n'y a pas que des associations d'ailleurs, mais il y a tout un tas d'ateliers, de ressources qui sont à disposition pour progresser sur ces questions. Privilégier, dans la mesure du possible, des ateliers qui sont ludiques parce que c'est des sujets qui ne sont pas toujours bien perçus, bien reçus par l'ensemble des publics. Donc, l'idée de l'avoir à travers un jeu, à travers aussi une notion de travail en collaboration, du collaboratif, ce sera toujours plus intéressant et ça permettra une meilleure appropriation des sujets par les publics. Après, dans la notion d'activation, donc là, c'est un peu la suite de la sensibilisation, c'est-à-dire quand on comprend les enjeux, comment on agit. Donc là, c'est aussi des notions de structuration, peut-être réaliser un diagnostic des déchets. Donc ça, c'est des choses en termes de méthode qui ne sont pas très compliquées à mettre en place, c'est-à-dire prendre tout simplement les achats, que ce soit sur les points de restauration ou pour les tenues et les équipements de sport, regarder ce qui se fait chaque année et voir quels sont les postes les plus lourds ou sur lesquels on peut agir facilement en réduisant tout ça. On peut aussi réaliser des systèmes de pesée de déchets, que ce soit sur l'alimentaire, mais pas que sur les points de restauration. C'est quelque chose qui se fait beaucoup dans les cantines scolaires et qu'on a déjà vu aussi dans certains clubs. Et en fait, suite à ce diagnostic qui va être posé, définir les objectifs, les priorités, regarder aussi avec l'aide de Football Écologie France ou pas, hein, on n'est pas obligé d'accompagner non plus tous les clubs, mais en termes d'organisation, trouver une équipe qui va porter le projet en fonction des objectifs qui sont donnés, de la dimension du club, des ressources qui sont à disposition, bien sûr, se définir des objectifs à ce niveau-là et activer, enclencher un projet. Toujours bien penser, une bonne pratique aussi à mobiliser les partenaires d'un club. C'est vrai que c'est intéressant parce qu'un partenaire va vouloir facilement, dans la plupart des cas, s'associer à une démarche de réduction des déchets ou d'engagement pris sur l'éco-responsabilité parce que c'est, en termes d'image aussi, c'est bien de s'associer à ce type de pratique. Et souvent, c'est très accessible aussi pour un partenaire et ça peut être gagnant-gagnant. Il y a 2 exemples qui sont très parlants. C'est un partenaire qui décide d'accompagner un club sur la réduction du plastique en décidant de lui financer des gourdes qui seront distribuées à chaque début d'année dans le pack des équipements pour les licenciés. Donc, tout simplement, le partenaire en général met son logo sur la gourde avec le logo du club, bien sûr, si possible. Et ça permet d'avoir une action qui est aussi à bas coût parce qu'on sait qu'en termes de budget, les clubs n'ont pas forcément pas les mêmes enveloppes, en tout cas que le monde professionnel, ça c'est sûr, mais même de manière générale, avec le contexte aussi sanitaire qu'on a vécu et parfois de la perte de licenciés, on n'a pas toujours des enveloppes importantes à dédier à ce volet-là, mais il y a plein de solutions, plein de leviers qui existent, dont la possibilité de faire appel à un partenaire. Alors, j'ai parlé des gourdes, ça peut être aussi l'exemple pour les éco-cups, hein, pour remplacer tous les plastiques jetables, tous les gobelets. C'est de faire de la même manière appel à un partenaire qui va financer les éco-cups en mettant son logo dessus, par exemple, pour remplacer finalement tous les contenants jetables. Donc après, une fois qu'on s'organise, qu'on structure la démarche, c'est voilà, comment on va mettre en œuvre le projet, quels vont être les jalons, quelles vont être les étapes intermédiaires, assurer le suivi et faire vivre aussi ce projet-là. C'est-à-dire voilà, comment on va le lancer, à quel rythme, quelles sont quelle est la temporalité imaginée. Je pense que Stéphane du FC Chabeuil va pouvoir revenir sur l'expérience qu'on a mise en place ensemble sur le club du FC Chabeuil, sur la réduction des déchets et surtout la réorganisation du tri. Donc, ça peut être un exemple parlant pour comprendre voilà, quel temps ça a pris et quels ont été les objectifs et est-ce qu'on les a atteints surtout. Donc voilà, ça c'est la mesure des indicateurs. Donc savoir en termes de poids, de quantité, qualité du tri, est-ce qu'on a observé des changements de comportement chez les publics, est-ce que ça a été bien reçu, est-ce qu'on a accompagné aussi ces changements par
des signalétiques, de la communication aussi pour faire en sorte de faciliter le changement. Voilà, la conduite du changement, de manière générale, ça prend du temps. Donc, il faut aussi bien pouvoir l'accompagner et pas simplement faire passer un message et se dire que ça va se faire du jour au lendemain. Il faut toujours insister, rabâcher. Et c'est vrai que faire appel à des signalétiques, de l'affichage, de la communication, peut-être multicanal aussi, ça peut être quelque chose qui va faciliter la mise en place d'un projet. Et enfin, la dernière étape, c'est en bout de ligne, hein, au bout du chemin, faire les bilans, tirer les bilans quantitatifs et qualitatifs, savoir si vraiment on a atteint nos objectifs, observer ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et peut-être du coup, en fonction de ce qu'on aura observé, reconduire un dispositif, amélioré pour la suite, pour aller toujours un petit peu plus loin. En termes, alors quelques bonnes pratiques et inspirations. Après, je laisserai la parole à Stéphane et Jordan. Juste bien, il y a deux choses dans le monde du foot, en tout cas pour un club, pour la gestion des déchets, c'est la gestion du quotidien et des événements. Donc là, ça, on est sur deux terrains, j'ai envie de dire, qui sont très différents. Donc le quotidien, ça concerne forcément les entraînements, voire les matchs du week-end. Donc ce sont des choses qui sont récurrentes, où on a un process qui est établi. Les personnes qui sont à la buvette ou au point de restauration sont toujours les mêmes, ont leurs habitudes. Pareil au niveau des achats pour les tenues, les équipements en début ou en fin de saison, c'est toujours un peu les mêmes process. Donc, on va avoir des actions qui seront différentes en fonction de la gestion du quotidien, de la gestion un petit peu événementielle, qui sont plutôt des dispositifs exceptionnels. Voilà, comme un tournoi de fin de saison qui réunit souvent beaucoup plus de personnes sur un temps réduit, voilà, où l'affluence est multipliée. Donc, ça va être des dispositifs qui peuvent un peu différer. Donc, sur le quotidien, des choses assez simples à mettre en place, on en a parlé un petit peu, c'est les éco-cups, utiliser de la vaisselle qui est aussi réutilisable, justement, pas jetable et lavable. Donc, ça nécessite aussi de réfléchir à comment, en termes de stock, en termes de roulement, en termes de lavage, comment on va s'organiser aussi. Voilà, peut-être qu'il faut prendre un stock un peu plus important pour laver tranquillement ce qui a été consommé, entre guillemets, et ramener à la buvette dans la semaine pour après sortir. Enfin, ça demande une organisation, ça va dépendre des ressources à disposition en termes de ressources humaines sur la buvette. Mais voilà, c'est une action qui est généralement de plus en plus mise en place dans les clubs, mais pas encore partout. Ce n'est pas encore généralisé, mais il y a beaucoup de clubs qui, dans les dernières années, se sont mis à utiliser de la vaisselle réutilisable. Les gourdes, on en a parlé. Proposer des points de tri, donc si possible ludique et attrayant, parce que c'est vrai qu'on remarque que une poubelle tout venant des sacs plastiques tout autour d'un stade, ou même de manière générale, hein, dans un parc ou autre, on n'a pas la même considération pour une poubelle de la sorte comparativement à un point de tri qui va être ludique, qui va attirer l'œil, qui sera aussi incitatif pour faire le tri. Donc, on en parlera peut-être avec le FC Lyon, avec Jordan, ou même d'ailleurs avec Chabeuil sur les cendriers d'Ecomégo. Ça, c'est une entreprise adhérente de l'association qui propose justement une solution de tri ludique et pédagogique. Donc, en fait, c'est tout simplement un cendrier à vote, hein, où on définit voilà, deux colonnes. Par exemple, à Chabeuil, je crois que pendant l'été, pendant l'Euro, ils avaient mis qui va gagner l'Euro 2020, soit la France, soit un autre pays. Et du coup, les fumeurs avec leur mégot pouvaient voter. Et du coup, on a quelque chose qui est, d'un point de vue incitatif et beaucoup plus efficace que forcément un cendrier quelconque. Voilà. Donc après, ça rejoint un peu le point suivant sur la notion de sensibilisation, que ce soit à travers des ateliers, de la signalétique, des jeux. Donc, ça peut être des ateliers du programme éducatif fédéral, par exemple, mis en place par la fédération. Ça peut être des ateliers de la fresque écologique. Enfin, de manière générale, quand on a un aspect ludique, ça permet forcément de faire mieux passer des messages. Et il y a encore une solution qui est intéressante, notamment sur Lyon, pour les clubs lyonnais, mais il y en a un peu partout en France, c'est le concept de la recyclerie sportive. Donc, en fait, c'est des recycleries qui sont dédiées aux équipements de sport, qui peuvent récupérer du matériel quand il est relativement en bon état. Il ne faut pas que ce soit un déchet non plus, que ce soit des ballons, des tenues, des crampons, des protèges tibia ou autres. Et les recycleries sportives s'occupent de le remettre en état, de les réparer et puis ensuite de les remettre à la vente par la suite à un prix qui est forcément beaucoup plus bas
que si on l'avait acheté neuf et qui permet du coup de contribuer aussi à donner accès au matériel de sport à des personnes qui n'ont pas forcément le budget pour s'acheter du neuf. Donc, ça a aussi une vocation sociale qui est très intéressante. Et c'est toujours mieux de faire ça dans des circuits courts, dans des circuits locaux, pour réinsérer les déchets plutôt que de faire des dotations, même si c'est une très bonne chose aussi. Mais d'un point de vue écologique, ce sera toujours plus intéressant de réinsérer localement des tenues en fin de vie plutôt que de faire des dotations dans des pays à l'étranger. Même si, encore une fois, c'est une très bonne solution aussi. Ensuite, sur les événements, du coup, on est sur une autre gestion parce que justement, c'est un dispositif exceptionnel. On ne rentre pas dans le champ des habitudes que les clubs ont. Donc, il y a peut-être d'autres astuces qu'on peut proposer. Donc, toujours l'utilisation des éco-cups, si possible, consignés, ça marche très, très bien. Sur des festivals de musique à 80 000 personnes, ils arrivent à le faire. Donc, sur des tournois en général de 1000, 2000, 3000 personnes pour un club de foot, c'est largement faisable aussi. Même si, encore une fois, ça demande une certaine organisation. Il ne faut pas le faire pour le faire, il faut bien le préparer à l'avance pour ne pas se retrouver, par exemple, ne plus avoir de stock d'éco-cups si elles n'étaient pas consignées et du coup, ne plus pouvoir servir sur les buvettes lors des événements. Autre bonne pratique qui est intéressante, mais qui rejoint un petit peu les points de tri sur la gestion du quotidien, c'est plutôt d'avoir des points, des sacs de poubelles de partout sur l'événement, de peur d'en manquer, de se dire mince, s'il y a une zone où il n'y a pas de poubelle, les personnes risquent de jeter des déchets par terre. On a plutôt observé, nous, qu'à l'inverse, l'idée, c'est peut-être plus intéressant de réduire au maximum le nombre de points de tri, mais d'avoir des choses qui sont bien visibles, encore une fois, peut-être même avec une approche ludique si possible, et qui soient surtout situées à des points de passage importants et ou à proximité de là où sont produits les déchets. Donc, il y aura beaucoup plus d'efficacité à une organisation comme ça plutôt que d'avoir des sacs un peu éparpillés, sans notion de tri ou quoi que ce soit, partout sur le site qui accueille l'événement. Et il y a un autre avantage à ça aussi, c'est que ça permet de centraliser les déchets, d'avoir un meilleur tri et surtout de moins impliquer les bénévoles qui sont sur les événements. Parce qu'on sait que ce n'est pas la mission la plus sympa quand on est sur un événement de foot, sur un tournoi, en fin de tournoi, de passer un peu partout pour ramasser les déchets. Donc là, si on a ce système-là, ça permet de travailler en amont et de faire en sorte de peut-être fidéliser aussi les bénévoles par un système qui permet de leur dégager un peu de temps. Proposer des menus petites fins vs grandes fins, donc ça, c'est effectivement pour éviter et travailler sur le gaspillage alimentaire. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des encas ou des choses comme ça, et du coup, d'avoir une offre qui permet de s'adapter à tout un tas de... à toutes les demandes, ça va permettre de réduire le gaspillage alimentaire dans le sens où les personnes vont plus facilement finir ce qu'elles ont commandé, quoi. Limiter les goodies et les emballages plastiques. Alors ça, c'est pareil, il existe tout un tas de solutions un peu éco-responsables au niveau des goodies. Il y a souvent l'exemple, alors là, on est hors du cadre du foot, mais du Tour de France, les cyclistes sont assez friands, en tout cas, les spectateurs de la course sont assez friands des goodies. C'est vrai qu'en termes d'impact et en termes de plastique, on est sur un volume aussi qui peut être très important. Donc là, il y a plein de solutions soit de réduction dans un premier temps des goodies, mais aussi avec des solutions peut-être plus éco-responsables. Après, il y a tout un tas d'autres solutions, végétaliser l'offre de la restauration, qui va permettre de aussi mieux composter les restes. Donc, ça nécessite d'installer des composteurs et privilégier aussi des équipements, mais ça vaut pour le quotidien aussi, des équipements pérennes comme des machines à café, des tireuses à bière qui vont limiter aussi le nombre de déchets produits. Notamment si on est sur des machines à café où on doit insérer des grains de café, on va juste récupérer du marc de café qui peut être réutilisé dans des composts ou dans d'autres choses. Donc, ce sera un fonctionnement beaucoup plus vertueux. Alors, je vais laisser la parole du coup à Stéphane qui va prendre un petit peu l'exemple du FC Chabeuil. Je te laisse expliquer un peu la genèse du projet, Stéphane. Oui, bonjour à tous. Donc Stéphane Bourgin, président du football club de Chabeuil. Notre démarche est partie il y a un an à peu près.
on est parti dans l'idée de réduire effectivement nos déchets. C'était une réflexion. Déjà, je suis d'accord avec ce qu'a dit Théo tout à l'heure. Le sport et le football ne peut pas être indifférent et spectateur de la transition écologique. On doit être un acteur majeur et on doit, pour moi, montrer l'exemple. Donc, nous sommes dans le district de la Drôme. Il n'y avait pas de club qui avait réfléchi encore à ce dispositif. Et donc, on l'a fait simplement en réfléchissant. Il ne faut pas croire que c'est difficile à faire, que c'est beaucoup de choses, beaucoup de travail, etc. Ce n'est pas vrai. C'est très simple. C'est très simple. Il suffit de 3-4 personnes et on peut arriver à faire des choses très rapidement. Nous, c'est ce qu'on a fait. On a fait des choses très rapidement. On a encore beaucoup de choses à faire. Mais le peu qu'on a fait pour l'instant, c'est la base. Et ça ne nous a pas pris tant de temps que ça et tant d'efforts que ça. Alors, on a commencé, donc on avait Football Écologie France qui était avec nous. On a commencé par regrouper Valence Agglo, puisqu'on est, nous, dans la région de Valence. Et on a regroupé le CITRAD, qui est l'organisme qui gère les déchets aussi dans la région de Valence, plus la mairie de Chabeuil. On a fait, je dirais, allez, 4-5 réunions, des réunions de 2 heures pour voir comment est-ce qu'on pouvait avancer. Et la mairie nous a fait le bac de tri que vous voyez sur la gauche. Voilà. On a mis ça à côté de la buvette, dans un endroit couvert parce que c'est du bois et pour éviter que ça prenne la pluie et puis que ça s'abîme. Et le club a acheté l'Ecomégo que vous voyez ici. Donc, on a acheté ça chez Ecomégo. Hein, c'est un appareil qui permet de trier les mégots au lieu de les jeter bêtement soit par terre, soit dans les poubelles. On l'a mis pas très loin de ce collecteur-là, de ce bac de tri. Et ça fonctionne, ma foi, plutôt bien, puisque en même temps, on a enlevé sur les conseils de Théo, qui avait fait ça aux herbiers, hein, si j'ai bonne mémoire, hein, c'est ça Théo, hein, et voilà, et ça avait bien marché. On a enlevé toutes les poubelles du complexe sportif. Voilà, donc ça a bien marché. En tout cas, je peux vous dire qu'on n'a pas plus de déchets par terre avec et sans poubelle, c'est sûr. Et avec le tri, alors bien sûr, on sort de 2 ans de Covid où on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait faire et en parler aux parents, etc., etc. Mais ça va se faire et je suis persuadé que ça va marcher. Voilà. On a aussi mis dans la buvette des caisses qu'on met dans les vestiaires les jours de match et les joueurs ont la charge de mettre le verre avec le verre, l'élastoplast avec l'élastoplast, les masques avec les masques. Voilà, on a mis plusieurs choses pour que les déchets soient triés, qu'on ne mette pas tout au même endroit. Voilà. Mais l'idée majeure que je veux vous dire, c'est encore une fois, c'est vraiment, vraiment pas difficile à faire. C'est très simple et ça ne prend pas énormément de temps. Juste une info, le bac, il a été fait par notre mairie en quelques jours. Il a été posé en quelques jours. Nous, on a acheté l'appareil à collecter les mégots qui va aussi avec, vous achetez en fait, c'est un forfait global. Vous achetez l'appareil, vous achetez les seaux où vous mettrez les mégots avant expédition. Alors, vous payez tout, hein, vous payez l'appareil, les seaux et le transport. Mais c'est drôlement efficace et puis c'est super, quoi. Je veux dire, voilà, les gens apprécient, les gens viennent voir, à tel point que rien que cette semaine, on a eu 2 mairies qui nous ont téléphoné pour pouvoir venir voir ce qu'on avait fait. Voilà. Voilà. Alors maintenant, je sais qu'on a enlevé tout le plastique du club. Hein. Maintenant, tout ce qu'a dit Théo, on l'a fait. On a acheté un lave-vaisselle. On a acheté des éco-clubs.
Maintenant, on fait des frites, donc on s'est équipé d'une hotte, d'une très bonne hotte industrielle pour pouvoir faire des frites et rejeter tout ce qui est les vapeurs mais correctement, quoi. On a enlevé tout le plastique. Maintenant, on n'a plus de couverts plastiques, on n'a plus d'assiettes plastiques, on n'a plus de barquettes à frites. Voilà. Donc, on a fait ce petit travail simple, pas difficile. Et puis, voilà. L'opération suivante pour nous, Football Club de Chabeuil, c'est les gourdes. Ça, je pense que… D'ailleurs, Théo, tu vas nous l'envoyer, ce diaporama-là? Ouais. Ouais, super, parce que je suis sûr que en ayant voir un partenaire avec ça, voilà, ça va tout de suite parler. Je pense que ça va être un jeu d'enfant pour trouver quelqu'un qui va nous faire les gourdes pour la saison prochaine, quoi. Et puis, on va s'attaquer au ballon et au maillot. Alors, je me suis déjà renseigné. Les maillots pour les clubs de foot qui sont avec nous là ce matin, les maillots, ce n'est pas plus cher d'acheter un maillot écologique qu'un maillot normal. Ce n'est vraiment pas plus cher. Je dirais même que c'est le même prix. Donc, pourquoi pas, hein, allons-y pour les maillots. De toute manière, on achète chaque année 2, 3, 4 jeux de maillots. Donc, petit à petit, il faudra qu'on bascule sur les jeux de maillots. Et puis après, c'est les ballons. Les ballons, par contre, je ne vais pas vous mentir, on n'est pas au même prix qu'un ballon encore normal avec un ballon écologique. Après, c'est toujours pareil, si on arrive à avoir des partenaires, si on arrive à avoir, on peut essayer de basculer. Nous, on va prendre la décision, je pense, de changer peut-être 50 ballons on est 350 au club, hein, donc 50 ballons cette année, puis on verra bien après l'année prochaine, parce qu'on a d'autres enjeux au club humain avec des salariés qu'on voudrait embaucher. Donc, tout ne peut pas passer le financement de l'écologie, mais on essaye de faire le maximum qu'on puisse faire pour avancer. Voilà. Il vaut mieux faire petit à petit les choses que ne rien faire du tout en se disant c'est trop dur, etc. Donc, voilà. Il faut le faire petit à petit, un peu chaque saison. Et puis voilà, je pense qu'on y arrive. Dernier point, nous faisons des stages multisports à chaque vacances scolaires. Donc à chaque vacances scolaires, j'ai fait faire la fresque écologique avec Théo qui descend au club et qui, avec les enfants, leur explique un petit peu. Je n'ai pas assisté, donc je n'ai pas vu la dernière fois comment ça s'était passé, mais enfin, ça a porté ses fruits. Et tous nos stages scolaires, stages de vacances scolaires commencent le lundi matin à 8h30 par le tri, pourquoi on fait le tri, etc. etc. Voilà. Tous les stages commencent par ça, déjà. On amène les enfants devant les bacs de tri, devant les mégots, on leur montre qu'il n'y a plus de poubelle, etc., etc. Et ça marche très bien. Et puis, ils sont très contents. Et je pense que quand on fera ça, quand on l'aura fait depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, que les fresques aussi, on aura fait ça pendant 3, 4, 5 ans, ça va rentrer dans les mœurs. C'est comme beaucoup de choses. Après, on va trouver ça tout à fait normal et on va se demander mais pourquoi on ne l'a pas fait avant? Voilà, tout simplement. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais encore une fois, hein, le message numéro 1, c'est allez-y, c'est pas difficile, c'est pas contraignant. Il suffit de se faire aider par vos collectivités, par Football Écologie France, par votre mairie, et puis ça se fait très, très, très facilement. Voilà. Merci beaucoup, Stéphane. Tu as quelques questions là dans la discussion. Alors, je vais te les lire. Pour les boudins et moules frites, quel contenant utilisez-vous? Alors, ça va dépendre de ce que vous proposez à la buvette, mais vas-y, je te laisse répondre. Alors, malheureusement, en tant que président du club, j'ai beaucoup de choses à gérer et ce n'est pas moi qui gère la buvette. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est une barquette normale de frites que vous achetez dans les différents stades de foot. Elles ne sont pas plus grosses, elles ne sont pas plus petites, sauf qu'elles sont en carton recyclé. Voilà. Donc, je ne connais pas la contenance, mais c'est la même chose que vous trouvez dans les barquettes plastiques.
Ok, donc ça remplace finalement la barquette plastique. Exactement, sauf que c'est plus du plastique. Ensuite, une deuxième question, c'est quoi et c'est qui les fournisseurs de maillots? Alors, il y en a plusieurs. Alors, hop, il y en a un que tu m'as donné récemment, Théo, que je n'ai pas encore contacté. Oui, Mais c'est je vais vous le Siona. dire. Voilà. Et l'autre, je vais vous le dire. C'est le maillot français, il me semble, non? Voilà, c'est ça, Mm. le maillot français. Il y en a d'autres aussi. Alors après, je ne Il y sais en pas a s'ils d'autres, sont hein, vous tous tapez sur effectivement moins Internet chers. maillots recyclés. Mm. Les maillots recyclés, ce sont des bateaux en fait, qui sont en mer, qui récupèrent le plastique dans les mers et les océans et qui envoient ça après, qui est transformé ce plastique est transformé en fil et après ils en font des maillots avec. Voilà. Ce que je ne sais pas, parce que je n'ai pas encore acheté de maillot, que je compte bien le faire, c'est la tenue du maillot dans le temps. Voilà. Mais bon, ça, on va le découvrir. Ouais, a priori, si c'est les mêmes matières, parce que finalement, les tenues actuelles, les maillots conventionnels, j'ai envie de dire, même si c'est pas bien de le dire, Ouais. utilisent aussi du plastique. Donc, a priori, bon, raison à vérifier hein, dans le temps, mais là-dessus, il n'y a pas de, je pense pas qu'il y ait un vrai sujet. Et la dernière question, idem pour les ballons, d'autres fournisseurs que Rebond ou pas? Non, j'en ai pas d'autres que Rebond. Ouais. Moi, j'ai ce fournisseur pour l'instant, mais donc on va s'en occuper nous l'année prochaine. Mais je pense qu'il y a d'autres fournisseurs. Hein. Je ne Mm. vois pas pourquoi il n'y aurait qu'un seul fournisseur en France qui fait des ballons écologiques. Voilà. Mais j'ai pas encore regardé ça. Voilà. Mais c'est vrai que la buvette, ben, on fera le point, mais je pense qu'on a bien diminué nos déchets. Mm. Encore une fois, les éco-cups. Et puis, il faut pas avoir peur d'aller voir des partenaires. Bon, nous, on a déjà une culture, on a des sponsors importants, on a pas mal de sponsors. Hein, on a une centaine d'entreprises qui nous suivent. Mais dès que vous parlez d'écologie, c'est dans le temps. Voilà. Les gens, ils participent volontiers. Voilà. Super. Bah, merci beaucoup, Stéphane. Tu as un message aussi de Mathieu qui te remercie pour ton intervention. Si Théo, hein, si quelqu'un te demande mon numéro, tu peux le donner, il n'y a pas de souci. Ouais. Voilà, je serai très heureux de répondre aux questions et aux sollicitations s'il y en a d'autres. Je vais le partager dans le chat si tu veux. Ça marche. Voilà. Et on passe à la dernière intervention du jour. Le FC Lyon. Alors, est-ce que Jordan nous entend et est-ce qu'il peut prendre la main sur tout? Voilà, normalement, c'est bon. Tu m'entends? C'est bon? Impeccable. Ben, bonjour à tous. Donc, Jordan Lucidi, je suis responsable commercial et RSE au FC Lyon. Je suis désolé si vous entendez des bruits bizarres, c'est parce que j'ai mon fils de 11 mois avec moi. Donc, le FC Lyon, qui on est le troisième plus vieux club de France, donc créé en 1893. On est aussi très, très gros puisqu'on a à peu près 1400 adhérents. Donc, nous, le RSE, c'est pas seulement pour faire joli. On a toute une politique autour de ça. Donc, sur 5 thématiques, la solidarité, la culture, l'éducation, l'employabilité et l'écologie. L'objectif pour nous, c'est d'utiliser en fait le football comme un outil de citoyenneté et éduquer en fait les jeunes joueurs ou les jeunes joueuses qu'on peut avoir au club pour que ça devienne les prochains citoyens de demain, mais aussi les prochains sportifs éclairés de demain. Parce que nous, on fait à la fois du football de haut niveau avec nos 17 nationaux, par exemple, qui sont aujourd'hui à Strasbourg pour un match de championnat, mais aussi du football de district. Sans manière péjorative. On a des joueurs qui évoluent à tout niveau et l'objectif, en fait, c'est de tous les sensibiliser sur différentes thématiques et l'écologie en fait partie. Donc, c'est pour ça qu'on s'est associé à Football Écologie France, c'est pouvoir nous aider à sensibiliser dans un premier temps, parce que ça, c'était la première partie de notre projet écologique, sensibiliser l'ensemble de nos parties prenantes, donc que ce soit nos joueurs, nos joueuses, nos éducateurs, nos éducatrices, nos dirigeants, mais également nos partenaires,
qu'il soit privé ou public. Et maintenant, on change notre manière de fonctionner. Donc, Eco-Cup, Bourde, on a enlevé tout ce qui était plastique à usage unique. L'objectif, c'est pas de faire de l'écologie une doctrine ou une idéologie, c'est de montrer qu'il y a des alternatives qui sont meilleures pour l'environnement. J'ai entendu la présentation du président de Chabeuil et j'admire un peu ce qu'ils font, mais ce que fait Chabeuil n'est pas possible au FC Lyon pour des raisons économiques, pour des raisons sportives également, parce que typiquement, quand vous avez acheté 1000 ballons, vous pouvez pas prendre 1000 ballons écologiques parce que nous, les tarifs qu'on a sur des ballons, c'est pas forcément les mêmes que le club de 300 licenciés peut avoir. Donc, on a des avantages tarifaires sur des marques qui peuvent nous fournir énormément de matériaux. Donc, on essaye d'allier à la fois une performance sportive, une performance économique et une performance écologique et sociale. Donc, ça, c'est le but de notre projet de club. Et on a pour ambition d'être premier club amateur écologique de France en essayant de bousculer un peu les mœurs, à la fois donc sur notre manière de fonctionner, mais aussi sur un projet d'infrastructure. Donc, on a le plus vieux stade de Lyon à l'heure actuelle, le stade Villermet. Et l'objectif, ce serait par exemple d'avoir un jardin partagé pour que le stade ne soit pas justement réservé qu'aux sportifs, mais qu'on puisse y accueillir des écoles primaires, des EHPAD. On peut également avoir des panneaux photovoltaïques sur l'ensemble des toits de tribune pour produire nous-mêmes notre énergie, un système de récupération d'eau de pluie qui va nous permettre justement d'alimenter le jardin partagé ou la végétalisation qu'on aimerait mettre autour du stade. Après, la problématique reste toujours la même. On est dans une grande ville. Nous, on n'est pas le seul club de notre commune. Donc, il y a cette problématique. Pourquoi on le ferait avec le FC Lyon et pas avec les autres? Donc, nous, on est un peu, entre guillemets, en discussion avec nos collectivités pour essayer d'avancer sur ce projet parce que ça peut se faire qu'avec eux et en partenariat avec eux. On n'est pas maître décideur sur nos installations. Donc, c'est les décisions qui se prennent ensemble. Donc, comme a pu le dire Théo, tout ce que le club va faire, il faut le faire avec des partenaires. On ne peut pas financer tous les changements. C'est pas possible. Il faut se faire aider. Il faut se faire aider par les partenaires. Il faut les impliquer, que ce soit les partenaires publics ou privés. Et c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Jordan, peut-être dire un mot sur le tournoi Top Gun, parce que là, on est sur un événement, sur quelque chose qui est un peu un dispositif un peu exceptionnel. Qu'est-ce que vous avez mis en place sur le tournoi? Je crois qu'il va accueillir 3000 personnes là sur Pâques. Même en général, c'est même un peu plus. Donc, on a à peu près 100 à 110 clubs de toute la France, voire quelques-uns parfois qui viennent même de Suisse ou de Belgique, de pays francophones. Donc, c'est un tournoi sur Pâques. Donc, on gère tout ce qui est hébergement, hôtellerie, restauration sur place ou en self. Donc, on s'associe donc déjà à des partenaires pour tout ce qui est restauration collective, à des partenaires qui prennent des produits locaux. Donc, on a la listing de tous les fournisseurs. Ils recyclent et ils font attention à ce qu'il n'y ait pas de déchets alimentaires. Donc, ça, c'est très important pour nous dans le choix de nos fournisseurs qui respectent en fait nos engagements écologiques. Et au-delà de ça, on va avoir en fait tout un process sur le recyclage des déchets et sur en produire le moins possible sur un tournoi. Après, bien sûr, on ne va pas se priver de la manne financière que peuvent générer une buvette avec des frites ou des saucisses. Mais l'objectif, c'est de proposer aussi des alternatives avec des produits de saison et des produits un peu plus sains pour montrer qu'on peut le faire aussi et pour proposer en fait ce mode de restauration lors d'un tournoi. Parce que, par exemple, peut-être que monsieur voudrait une salade et madame voudrait un hot dog. Et peut-être que ça sera l'inverse. Ou peut-être que, on aimerait juste des fruits au lieu d'avoir une pizza. Le but, c'est de proposer des alternatives et de sensibiliser en fait les gens avec des petits ateliers tout au long du week-end qui peuvent intéresser à la fois les coachs, les représentants de clubs ou justement les plus jeunes parce que c'est un tournoi qui commence en U11 et qui va jusqu'à U17. Parfait. Je te remercie, Jordan. Après, je reviens juste sur un point que j'ai peut-être omis et qui n'a pas été abordé par Chabeuil, c'est le point des déplacements en fait. Parce que tous les week-ends, soit on accueille, soit on se déplace. Nous, la politique qu'on a désormais au club, c'est que tous les déplacements à plus de 60 km se font en bus ou en minibus.
pour limiter justement les longs trajets en voiture. Et pour les petits trajets, donc en général, c'est dans la métropole de Lyon, c'est soit en transport en commun, donc on donne rendez-vous directement là-bas, soit on organise du covoiturage avec les familles. Donc ça, c'est un moyen aussi de diminuer son impact sur l'environnement juste par les déplacements qu'il peut y avoir sur les matchs. Mon appel en profondeur était un peu trop profond, là, Jordan. On était sur les déchets, mais on te réinvitera sur le webinaire mobilité. Il n'y a pas de souci. Je ne sais pas s'il y a quelques questions ou pas. En tout cas, j'en vois pas. Je peux, si vous voulez, répondre au monsieur de tout à l'heure, parce que je n'ai pas osé interrompre pendant le reste de la présentation. Mais quelque part, c'était bien parce que du coup, ça a permis de voir tout un tas de choses concrètes qui ont été mises en place dans les clubs. Parce qu'effectivement, comme vient de le rappeler le dernier interlocuteur, ça dépend des clubs et ce n'est pas toujours les mêmes choses qui sont les plus pertinentes, en tout cas les plus faciles pour commencer. Et donc, l'accompagnement de la métropole par rapport à cela, il est plutôt donc un accompagnement de cadrage. C'est pour ça que j'ai parlé d'accompagnement technique et financier. C'est plutôt sur ce genre de relation que les choses se passent. Alors, il peut arriver que la métropole donne des éco-cups, puisqu'on a aussi notre propre communication, mais on n'a pas vocation à être un fournisseur d'éco-cups, ce n'est pas notre rôle principal. Donc, ce qu'on va plutôt faire en revanche, c'est vous appuyer donc, à la fois en termes de conseils quand il peut y en avoir besoin. Au niveau des services métropolitains, ils sont là pour échanger avec vous, mais je pense que France Football Écologie aussi. Et puis, il y a un appui financier en venant subventionner des projets que vous pourriez monter. Donc, le PATR, le plan d'accompagnement que j'évoquais, est un plan qui finance un certain nombre d'actions que vous pouvez nous proposer dans ces enjeux sport, écologie, etc. Donc, on a aussi après quelques autres outils un peu plus spécifiques comme des documents ressources qu'on peut vous mettre à disposition, notamment par exemple des trames d'audit sur les déchets produits dans votre secteur qui peuvent vous aider à faire votre propre bilan. On fait aussi de l'animation de réseaux avec des réseaux de référents qui se réunissent régulièrement, qui peuvent vous permettre aussi de trouver des interlocuteurs, de partager des bonnes idées et puis de vous mettre en lien avec les autres acteurs aussi de votre territoire, notamment les communes qui sont dans la boucle à ce niveau-là. On a aussi, au titre de la politique générale des déchets, mais ça c'est valable bien sûr aussi pour le sport, une politique de déploiement du compostage alors individuel et partagé. Pour vous, ce sera plutôt partagé, même si, si vous voulez faire de la publicité pour que les gens s'équipent de composteurs individuels, c'est aussi intéressant parce que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est sur des lieux de sensibilisation. Donc, si les gens ensuite emportent la démarche chez eux et dans leurs activités, c'est super et quelque part, c'est l'étape suivante. Mais donc, en tout cas, l'installation de composteurs financés par la métropole, c'est quelque chose qui se fait déjà et on le fait. Alors, dans certains arrondissements, c'est en test, c'est le début sur la voie publique, mais on le fait aussi déjà et depuis plusieurs années dans des lieux associatifs. Alors, on pense généralement aux jardins partagés, qui sont les premiers endroits puisqu'on peut l'utiliser sur place directement pour le jardinage, mais on pourrait aussi le faire dans des lieux sportifs. Moi, je n'ai pas connaissance pour le moment de clubs qui l'aient déployé, mais c'est tout à fait possible d'aller dans cette direction-là. Et puis, dernier petit exemple concret que je peux donner, c'est on a mis en place un annuaire avec une cartographie des initiatives déchets sur le territoire qui peuvent aussi vous donner des idées avec des choses qui sont faites par des clubs sportifs, mais aussi des choses faites par d'autres associations. Parce que sur certaines choses, vous avez peut-être les mêmes enjeux en partie et donc en partie les mêmes idées aussi qui pourraient être déployées. Donc, on peut aussi vous fournir ce genre d'outils. Il y avait mon adresse email dans la présentation, mais je vous la remets tout de suite dans le chat. Et comme ça, vous pouvez librement me contacter si vous voulez plus de détails. Merci beaucoup, Monsieur Marion. Effectivement, il y a pas mal de choses intéressantes. Pour ce qui est des composts, je crois qu'il y a des clubs de rugby qui le font. À ma connaissance, il n'y a pas de club, en tout cas lyonnais, sur le périmètre de la métropole qui ont mis en place ces actions-là. Mais c'est vrai que c'est quelque chose dont on discute très souvent avec un certain nombre de clubs. Donc, ça peut être une action tout à fait envisageable à mettre en place assez rapidement. Ouais. La seule petite chose sur le compost, mais
quelque part, c'est plutôt un encouragement. Hein. C'est que quand on est sur du compostage collectif, l'expérience montre qu'il faut vraiment un accompagnement parce que sinon, on a quelques petits soucis. Un compost bien géré ne sent pas mauvais, ne pose pas de soucis de rongeurs, etc. Mais un compost mal géré, pas retourné régulièrement, avec pas forcément les aliments qu'il faut, ou un excès de certains aliments, ou pas couper un petit bout. Enfin, il y a quelques petites techniques, c'est pas très compliqué. Mais une fois qu'on a bien mis ça en place, justement, on peut avoir un composteur qui fonctionne bien et qui va vraiment encourager les gens. Donc, sur le compostage, vraiment, je vous invite à vous mettre en lien avec des gens qui ont l'habitude. Ça peut être le jardin partagé de votre quartier, France Football Écologie, la métropole, votre commune, qui vous voulez. Mais vraiment, je vous encourage à avoir cette démarche-là et avoir un petit peu d'accompagnement sur quelques mois pour le lancement du sujet pour que ça marche bien, quoi. Et du coup, après, ça veut dire aussi que c'est l'occasion, parce que c'est un projet collectif, donc ça rejoint aussi tout ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, c'est un truc sur lequel certains jeunes peuvent être très heureux d'être mis en responsabilité. C'est vraiment un projet collectif en soi, quoi, du coup. Oui, tout à fait. Puis, de la même manière qu'un point de tri repensé va amener en fait à la réflexion sur la production de déchets, comme l'a très bien expliqué Stéphane tout à l'heure, l'installation d'un compost, c'est pareil, c'est réfléchir aussi sur les aménagements autour, sur peut-être des jardins, la construction de jardins, de la végétalisation. Donc ça s'inscrit dans un projet global et c'est vrai que c'est pas une action entre guillemets one shot ou un peu isolée, c'est à prendre en considération dans un panel d'actions ou un projet complet qui sera défini. Donc c'est intéressant de le rappeler et que effectivement pour un club de football, c'est bien que si ça peut être partagé avec peut-être des habitants du quartier ou autres, parce qu'un bénévole d'un club, bien souvent, on a tendance à lui en demander beaucoup plus finalement quand on l'a sous la main que ce qu'il est capable de faire ou ce pourquoi il est venu. Donc c'est intéressant peut-être de travailler en réseau local pour la gestion du compost et comme on le disait, l'inclure dans un projet global. Moi, j'ai juste une petite question peut-être sur le PATR. Est-ce que les clubs peuvent candidater sur des projets qui sont plus sur de la gestion au quotidien ou sur des événements? Ça peut concerner les deux choses ou c'est plutôt quelque chose qui a vocation à être pérenne un petit peu dans le temps, donc plutôt sur la gestion quotidienne du club? Sur le PATR, ça peut être des actions de tous ordres. Hein. L'important, c'est que ça rejoigne les orientations, les objectifs de ce plan, qui sont ceux que j'ai évoqués tout à l'heure. Mais il est plus large que la question des déchets, puisque c'est la question du développement durable plus généralement qui est en jeu. Donc non, c'est vraiment ouvert. Après, il faut vraiment sur ces points-là venir se mettre en discussion avec les techniciens de la métropole. Il y a une plateforme en ligne, Todogo, vous pouvez déposer en autonomie votre projet, mais je vous conseille vraiment de contacter le technicien référent. Si vous ne le trouvez pas, vous me faites un email et moi, je vous le communiquerai à la personne la plus précise sur votre projet. Parce que parfois, vous allez être sur un dispositif, mais vous n'êtes peut-être pas au cœur du dispositif et vous auriez plus de chances d'obtenir une subvention si vous mettiez sur un autre. Là, je vous ai présenté le principal plan sur les questions de développement durable, d'accompagnement des associations, mais il y a d'autres dispositifs aussi. Et du coup, parce qu'en fait, quand vous déposez un dossier, après, il y a l'évaluation technique par les services. Et plus vous êtes au cœur du dispositif, plus vous allez avoir de chance d'avoir une subvention qui convient bien. Et comme la métropole est quand même une grosse machine, malheureusement, pour le moment en tout cas, on n'est pas encore dans une situation où un dossier serait automatiquement redirigé. Ce serait l'idéal, mais on n'en est pas encore là. Ce qui veut dire aussi que je vous conseille, quand vous hésitez entre deux dispositifs, de candidater aux deux, en l'indiquant bien sûr, pour rester correct et tout, mais de candidater aux deux parce que certaines associations candidatent à un dispositif, parfois parce qu'elles sont finalement un peu sur le côté du dispositif ou parce qu'il y a eu beaucoup de demandes, elles peuvent ne pas avoir de subvention ou peut-être pas autant qu'elles auraient voulu. Et du coup, elles se tournent vers le deuxième, sauf qu'entre-temps, le délai est passé. Donc, ce genre de petits ennuis, voilà. Contactez les techniciens et candidatez à deux dispositifs. Si vous en repérez deux, c'est mieux dans ce sens-là. En tout cas, c'est le conseil que je vous donne. Parfait. Merci beaucoup pour votre intervention, la réponse aux questions. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas, mais là, on arrive sur la fin du webinaire. Juste pour information, pour aller plus loin que ce qu'on a vu là sur le webinaire sur un temps assez concis,
Sachez que notre association Football Écologie France, comme j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, dispose d'un outil diagnostic écologique qui permet de faire le point sur vraiment toutes les thématiques d'un club, que ce soit aussi sur les consommations, les infrastructures, la biodiversité, la mobilité, les déchets, la communication, etc. Donc, ça permet de faire un peu le point à l'instant T et de surtout définir ensemble, de co-construire une feuille de route qui peut aller jusqu'à 5 ans, comme on l'a fait avec le FC Lyon d'ailleurs. Donc, ce qui permet, dans la méthode qu'on a évoquée un peu plus en amont, de se fixer des jalons, des objectifs et de définir une équipe qui va porter les projets. Deux autres petites associations qui peuvent aider sur le volet plutôt déchets, du coup, j'en ai parlé. Récup et Gamel, qui est aussi dans le PEDD de la métropole, qui est une association qui travaille beaucoup sur le gaspillage alimentaire, sur des formations, sur collecter des invendus pour les transformer et éviter le gaspillage alimentaire. Donc ça, c'est une association référente sur Lyon, qui sera d'ailleurs présente sur le match pour l'environnement du FC Lyon le week-end prochain, le match pour l'environnement, donc samedi prochain, avec une collation anti-gaspi juste après le match. Et j'en ai parlé aussi tout à l'heure, la recyclerie sportive, du coup, pour tout ce qui est recyclage du matériel de sport, pour éviter les déchets du matériel en fin de vie. Je vous ai remis ici, du coup, sur la dernière slide, tous les contacts. Donc, merci à tous pour vos interventions. Monsieur Marion, Mathieu pour le district, Jordan et Stéphane pour vos témoignages. Alors, je vais arrêter le partage et l'enregistrement.